Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous savoir à l'écoute de notre rendez-vous LGBT+. À ma compagnie, les personnes pour vous informer. On va commencer par le plus vieux qui va ce soir assurer une chronique actualité. Bonsoir Étienne, bon fait femme. Ou bon fait femme, hein, comme tu veux. Bonsoir Brahim. Dans LGBT Actu, ce soir je vais vous parler de sexe anal, de twerk et d'Ubisoft. Bien, ça change un peu contrairement à ce que tu présentes habituellement. Oui, il y a très peu de sexe anal dans les livres que j'aborde, mais ça peut changer. Hein. Ça va être passionnant avec toi Étienne. Le plus jeune de la bande qui va nous parler histoire ce soir. Oui, bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Alors ce soir je vais vous parler d'un protégé, d'un petit même par la taille, d'un petit protégé de Louis XIV qui en faisait de belles. Ça va être aussi passionnant avec toi. Oh, certainement, oui. À la réalisation, ce soir, nous avons nos compères. Ils sont trois. Il y a longtemps qu'ils ne s'étaient pas réunis. Trois face à nous en régie. Avec nous, Amy. Bonsoir, Amy. Comment ça va ? Bonsoir, Brahim. Ça va et toi ? Ça va, merci. Bonsoir à Mathieu, qui est de retour. Ça va, Mathieu ? Bonsoir, ça va super. Et bonsoir à notre ami Nathan. Bonsoir, Brahim. Et puis, oui, là, on a une superbe émission qui nous attend. J'espère d'ailleurs que vous nous écoutez en masse sur Homo Micro à 106.3. C'est parti. Homo Micro, l'invité du jour. Ce soir, nous recevons un auteur qui travaille à Paris. Il a obtenu le prix de la Nouvelle de Toulouse en 2001. Il a publié de nombreuses nouvelles dans divers magazines et recueils. Son premier roman, Fucking Berlin, publié en 2008 aux éditions Tex Gay, qui s'est imposé comme l'ouvrage de référence des sexualités du milieu je prononce bien ? Oui, effectivement. Gay et berlinois, pardon. Et en juin 2020, il a publié Sex Mad Fry, toujours chez le même éditeur, deuxième opus de son exploration du Berlin gay, dans lequel il traite d'un phénomène très actuel, le chemsex. On en a souvent parlé à Homo Micro il y a plusieurs mois. 100 chefs-d'œuvre de la littérature gay, où il nous livre sa bibliothèque gay idéale et son ouvrage couronné par le prix du roman gay en 2021. Cet auteur, vous l'aurez certainement reconnu, c'est Jeff Keller qui est avec nous. Bonsoir Jeff, ça fait plaisir. Bonsoir Brahim, merci de m'avoir invité. Il y a longtemps que je devais te recevoir à Homo Micro, ça n'a jamais été vraiment possible et cette fois-ci tu es avec nous en chair et en os. Alors j'aimerais bien, donc j'ai parlé d'un certain nombre d'ouvrages, j'aimerais que tu reviennes un peu sur tout ce que tu as écrit. Qu'est-ce qui t'a amené à la littérature et à l'écriture ? Parce que tu fais par ailleurs un job qui n'a pas de rapport avec le livre, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Non, je suis mathématicien, c'est vrai, donc c'est un peu antinomique. Encore que. Ça, non, j'écris depuis l'âge de 18 ans. Bon, j'ai commencé par écrire des nouvelles, effectivement, et le prix de la Nouvelle de Toulouse en 2001, pardon. J'ai essayé de me rajeunir, mais c'est loupé. Mais en 2001, m'a permis m'a encouragé à continuer. Et là, c'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur Berlin parce que c'est un milieu qui m'est cher. J'allais te dire Berlin, pourquoi ? Parce que tu dois certainement voyager. Oui, parce que c'est ma ville de cœur. Ouais. Je travaille à Paris, mais j'aime sortir à Berlin. Donc je connais bien le milieu de la nuit berlinois et il m'a toujours inspiré, et dans sa découverte et dans ses dangers. Et c'est un peu le sujet à la fois de Fucking Berlin, où ces gens qui rient puisqu'ils découvrent le milieu underground berlinois, et puis Sex Mad Fry par contre, où là, beaucoup d'amis m'avaient dit, qui étaient tombés dans le chemsex, m'avaient dit, toi qui as écrit sur Berlin en disant que c'est génial, ça serait bien aussi que tu écrives sur le côté obscur de la force, ce qu'on n'aime pas trop savoir, mais qui pourtant est réel et qui fait des dégâts aujourd'hui et même des ravages, le chemsex. Donc voilà, ça a été un peu l'objet de mon deuxième bouquin, Sex Mad Fry, où j'ai décrit la vie d'un couple d'amis berlinois, depuis leur rencontre à l'Europride à Hambourg en 2005 jusqu'à la mort d'un des deux en 2014.
Voilà. Et je décris l'addiction au cristal d'un des deux dans le couple qui était médecin d'ailleurs. Et vouloir à chaque fois partir de Berlin, parce que Paris, c'était pas forcément ton truc en fait. Paris, tu t'y retrouvais pas au niveau tu parles de soirée, de vie. Je pense qu'il y a une libération à Berlin qu'il n'y a pas ailleurs. Qu'il n'y a pas à Paris, ouais. Non, ouais. Mais je suis aussi un grand fan des soirées belges, tout ça, donc je suis très très nord de l'Europe en fait. Ouais. Tu quittes souvent Paris alors. Oui. Encore maintenant. Je pense que je sors moins à Paris que à Bruxelles ou à Amsterdam ou à Berlin. Et alors qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture en fait? C'est ça aussi que je voulais savoir. J'ai toujours aimé écrire. J'écrivais des poèmes. Je suis un rat de bibliothèque justement, donc du coup ça pousse aussi à l'écriture. Et c'est peut-être justement pour ça que je me suis mis dans la tête d'écrire 100 chefs-d'œuvre de la littérature gay, qui est un ouvrage de longue haleine. Puisque, évidemment, il a fallu du temps. Je l'ai commencé il y a 10 ans. Il y a 10 ans? Ouais. Après, j'ai perdu. J'avais commencé. En fait, comment j'ai réalisé 100 chefs-d'œuvre de la littérature gay? Donc, j'ai fait ma sélection qui, pour moi, est une bibliothèque gay idéale. J'ai fait un résumé critique de l'ouvrage. Il y avait des gens qui m'aidaient chez Texte Gay qui faisaient des biographies. Et ensuite, on a mis la première page du bouquin pour donner envie à la lecture. Et du coup, en fait, sur ces 100 chefs-d'œuvre, pourquoi est-ce que j'ai écrit 100 chefs-d'œuvre de la littérature gay? Justement parce que moi, quand j'avais 20 ans, quand j'ai commencé à accepter mon homosexualité vers 19 ans, je traînais dans la librairie Les Ombres Blanches à Toulouse, je cherchais des références de romans gays, sans oser le demander au libraire, évidemment, parce que forcément, j'avais pas encore j'étais pas assez sûr de moi pour pouvoir le demander au libraire. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait justement à des jeunes qui découvraient leur homosexualité, leur donner un guide tout près de ce qu'ils pouvaient acheter en librairie. Et justement, c'est ça qui est génial, parce que maintenant il se vend à la fois en numérique et en papier. Donc un jeune gay qui irait pas pourrait le commander très facilement sur Internet en numérique, et ça lui fait un tuto. Il peut aller s'acheter comme ça des ouvrages de référence gay, et sans avoir besoin de demander au libraire. Donc je trouve que si ça peut aider quelques gays jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, c'est bien. Et puis ensuite, tout simplement parce que j'avais envie aussi plus largement d'essayer de rassembler ce qui était part, et de rassembler vraiment une connaissance de ce qu'était une bibliothèque gay idéale, parce que ça a même jamais été fait dans un ouvrage vraiment organisé. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment un ouvrage qui me tenait à cœur. Je l'ai commencé en 2010. Alors, comment tu l'as construit? C'est intéressant. Comment je l'ai construit? Alors, il fallait déjà se borner. J'ai exclu tout ce qui était poésie, parce que ça pourrait faire une anthologie à part entière. Et d'ailleurs, je crois que chez mon éditeur, il y a déjà un poète qui a fait ce travail. Donc, je me suis cantonné aux ouvrages en prose. Donc, ça comprend les romans, les témoignages, les essais et les pièces de théâtre. Voilà. Donc du coup, j'ai essayé en essai de mettre une ossature qui avait pu nous mener, les ouvrages, les essais marquants qui nous avaient mené vers une certaine libération. Donc évidemment, j'ai commencé par Gide, avec le Corridon, qui a eu la vertu de nous faire passer du statut d'anormal à naturel, puisque justement il explique dans le Corridon que l'homosexualité se retrouve dans tout un tas d'espèces dans la nature, et que c'est donc quelque chose de normal, et que ce n'est pas anti-nature ou contre-nature. Ensuite, j'ai mis les réflexions sur la question gay de Didier Héribon, qui pour moi est un ouvrage fabuleux qu'il faut absolument avoir lu, puisque justement il parle à la fois de Proust, d'Edmund White, mais il parle de Proust, il parle de Gide, et il parle de Foucault. Alors j'ai pas mis l'histoire des sexualités de Foucault, parce que je voulais que ça soit que des ouvrages lisibles par le plus grand nombre, et Histoire des sexualités de Foucault, c'est pas forcément lisible par le plus grand nombre. Par contre, tu pouvais nous en dire 2 mots concernant l'histoire de la sexualité de Foucault, c'est bien justement, ceux qui sont pas je trouve éclairés dans ce domaine. C'est un ouvrage fondamental, et je trouve que Didier Héribon introduit à l'histoire de la sexualité de Foucault. C'est pour ça que j'ai mis Didier Héribon, et j'incite les gens qui veulent aller plus loin dans ma préface, justement, je les incite
invite à lire Histoire de la sexualité de Foucault. Mais voilà, je trouve que Didier Eribon, entre son Au commencement était l'injure, et qui nous mène vraiment, il détaille les philosophes qui nous ont vraiment aidés dans la libération, est un ouvrage fabuleux. Et enfin, j'ai mis aussi Rasdep de Guy Hockenheim, qui a eu aussi de grandes vertus libératoires dans les années 70. Voilà. Après, j'ai mis ces 3 essais phares qui sont une bonne introduction à la philosophie gay, en fait, de libération gay. Ouais. Alors, 10 ans pour écrire l'ouvrage quand même. Comment... Parce qu'il faut lire déjà tous les bouquins, parce qu'évidemment j'ai tout lu, donc il faut les lire, il faut en lire plus que 100, parce qu'évidemment il y en a que j'ai pas retenu, voilà. Et donc du coup c'est vraiment c'est un ouvrage de longue haleine. Après il faut faire des fiches, il faut les classer. On a réfléchi pendant longtemps avec mon éditeur, on s'est dit est-ce qu'on fait par ordre chronologique. C'était au début ce que je voulais, mais le premier du coup ça aurait été l'épopée de Gilgamesh. Et mon éditeur s'est dit, bon, ça sera pas très vendeur. Et il me dit, bon, il vaut mieux mettre par ordre alphabétique d'auteur. Et puis voilà, c'est plus, et effectivement, comme ça, c'est plus didactique. Donc c'est ce qu'on a choisi. Donc comme ça, c'est un ouvrage qui se lit pas linéairement, puisque c'est une anthologie. Et si on veut aller chercher un auteur, on y va. Et alors là, on a la biographie directement, on a le résumé de ce qui est pour moi son œuvre principale, ce qui est évidemment subjectif, hein, ça n'engage que moi. Mais bon, il y a également beaucoup d'auteurs. J'ai voulu que ça soit mondial, donc il y a peut-être une surreprésentation de ce que je connais particulièrement bien, c'est-à-dire la littérature française et anglo-saxonne évidemment. Bon, parce que je suis français, donc du coup. Mais comme je suis vraiment un amoureux de la littérature mondiale et de la littérature asiatique en particulier, je suis allé chercher une pépite oubliée, Épingle de femme sous le bonnet viril, qui a été écrit au XVIIe siècle en Chine, qui est le pendant du Jinping Mei, les 1001 nuits chinoises, qui est un classique chinois, mais par contre en version homosexuelle. Et ça, ça a été traduit par André Lévy au Mercure de France, et il y en avait plus que 4 exemplaires dans la Chine aujourd'hui. Donc c'était quasiment un ouvrage perdu qui a été réédité et traduit par André Lévy et réédité au Mercure de France, qui maintenant est pas réédité d'ailleurs et qui est complètement épuisé. C'est un peu dommage, on le trouve que chez les bouquinistes. Ouais. Mais je trouvais intéressant de le sortir un peu de l'oubli, parce que c'est vraiment fabuleux de poésie. Et voilà, donc il y a aussi des ouvrages. Il y a évidemment Saikaku, le grand miroir de l'amour mâle, le grand auteur japonais, mais également Mishima pour le XXe siècle, Les amours interdites. Je suis allé chercher aussi pas mal d'auteurs d'Amérique latine, donc Reynaldo Arenas, par exemple, qui s'est toujours battu pour vivre son homosexualité à Cuba au moment où Fidel Castro l'ostracisait. Je suis allé chercher aussi des auteurs du Maghreb. Lesquels, par exemple qui sont pas... Abdallah Taïa, par exemple. C'est dommage, puisque je l'ai sorti juste avant le Goncourt de Sarre. J'avais entendu parler de lui, mais j'avais pas lu le premier. Et s'il y avait il y aura sans doute une réactualisation, évidemment. Je pense que il est évident que je mettrai Sarre à l'intérieur, parce que je trouve que c'est un auteur fabuleux et qu'il apporte beaucoup de choses pour la libération homosexuelle en Afrique, et c'est un continent qui en a vraiment beaucoup besoin. Effectivement. Avant de te redonner la parole, je vais la faire un peu circuler, parce que je suis sûr qu'il y a un certain nombre de choses que vous avez envie de dire autour de moi. Alors, la parole peut-être à Antoine, si tu voulais, ou oui. J'ai pas lu le Goncourt, mais j'ai lu celui d'avant, bien sûr, qui traite de l'homosexualité au Sénégal, et qui est remarquable. Il est très d'authenticité, oui, et très touchant et fort, très fort. Et très fort, absolument, oui. On avait d'ailleurs envisagé ici d'en parler, de le chroniquer, de l'inviter, oui, tout à fait. Ouais, ça serait une bonne idée. Ouais. Ah oui, parce que moi j'ai adoré ce livre. J'ai pas lu le Goncourt, mais oui, je trouve que ce que tu fais, c'est formidable. Hein, ça devait être fait. Merci. Bon, voilà, ça c'est l'éloge. Il y a pas de critique après, de toute façon. Il y a pas de piège qui vient après. Il y a pas de voilà. Non, mais juste de remarques. De questions plutôt. Est-ce que tu parles d'Hervé Guibert? Oui, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Oui. Je l'ai mis. Ou le protocole compassionnel. C'était une évidence. Et oui. C'était une évidence. Et Guillaume de Stan. Aussi. D'accord. Bon, je suis rassuré. J'ai mis pour celles et ceux qui ne connaissent pas Guillaume de Stan.
petit peu. Donc Guillaume Dustan, qui est un écrivain mort du sida tous les deux. Mort du sida, tous les deux. Lui a choisi le côté provoquant dans la littérature, dans la libération malgré tout, sans frein. Il voulait continuer à vivre comme avant le sida, donc sans capote, en disant barbac, etc. Et il en a fait des œuvres d'art en littérature. Il écrit extrêmement bien, et évidemment Guillaume Dustan avait toute sa place dans le recueil. J'ai mis aussi, parce que j'ai pas mis que des homos, et ça je tenais à ouvrir. J'ai mis aussi beaucoup d'auteurs qui se sont battus pour justement en Allemagne 2 auteurs majeurs du XXe siècle, Hermann Hesse et Stefan Zweig. Hermann Hesse avec Narcisse et Goldmund, et Stefan Zweig avec La confusion des sentiments. 2 auteurs éminemment hétéros qui quand même avaient eu le privilège et le courage de se battre au moment de la pétition du docteur Hirschfeld en Allemagne, qui avait signé cette pétition pour abolir le paragraphe qui criminalisait les rapports homosexuels en Allemagne. Et évidemment, ils n'ont pas pu, puisqu'après le nazisme est arrivé. Et c'est fabuleux. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, après cette pétition du docteur Hirschfeld, que Hermann Hesse a écrit Narcisse et Goldmund quelques années après, et Stefan Zweig également La confusion des sentiments. Donc c'était vraiment 2 ouvrages pour essayer de sensibiliser à la beauté de l'amour entre hommes. Et donc il fallait évidemment les mettre. Et Alexandre Le Grand, il n'a pas écrit de belles choses, non, sur l'homosexualité? Il en a fait de belles. Oui, il n'en a pas écrit. Et puis il y a des femmes, évidemment. Il y a Marguerite Yourcenar pour son magnifique roman Les Mémoires d'Adrien, évidemment. Bien sûr. Également un Sang d'aquarelle de Françoise Sagan, qui est moins connu. Oui. Et on l'attendait pas forcément sur ça. C'est son seul roman où elle parle d'homosexualité masculine, et donc du coup j'ai eu envie de le mettre. Étienne? Et quand est sortie une bibliothèque gay idéale de Thierry Gogel d'Alondan, je vais réussir à dire son nom, d'Alondan et Michael Chauffat, t'as pas eu l'impression qu'ils te coupaient un peu l'herbe sur le pied? Non, parce qu'en fait, ils ont voulu quelque chose d'exhaustif. Ils ont voulu tout mettre. C'est un travail de documentaliste. C'est complètement complémentaire, d'ailleurs. Tout à fait. Moi, je fais une sélection vraiment des œuvres majeures. Et eux, ils ont fait un travail de documentaliste sans même lire forcément, parce qu'ils pouvaient pas tout lire. C'est vraiment un travail de documentaliste, d'universitaire, et c'est bien qu'il y ait les deux, quoi. Et toi, tu te positionnes comment, du coup, par rapport à eux? T'es parti vraiment sur les chefs-d'œuvre. Ouais. Et est-ce que c'est sorti quasiment en même temps. Donc oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est 2 visions différentes d'une même envie, qui est de rassembler dans un même endroit ce qui était pas. Ouais. Et y a-t-il des auteurs ou des livres que tu aurais voulu mettre, et 100 c'était un chiffre rond, donc c'était bien? Oui, je pense qu'il y a certainement des oublis, et depuis j'ai encore lu évidemment d'autres choses depuis 1 an et demi, et donc comme ça. Ouais. Et je m'interdis pas d'agrandir, et je m'arrêterai pas à 100. Non, si je refais une actualisation peut-être dans 5 ans, je ferai les 120 chefs-d'œuvre de la littérature gay, ou pourquoi pas, quoi. Alors quels étaient les critères des auteurs pour être retenus? Dis-nous tout. Il fallait que ça traite d'amour mâle, donc alors on est vraiment sur le gay, c'est d'amour entre hommes. D'abord parce que je crois qu'il y a une autrice lesbienne qui avait déjà fait la même chose, et puis moi je connais pas assez la littérature lesbienne pour me lancer. On écrit mieux quand même sur ce qu'on connaît. Donc du coup c'était borné vraiment à l'homosexualité masculine, et il fallait donc que ce soit un auteur qui racontait une belle histoire d'amour homosexuel, ou alors un essai sur la question, ou alors un témoignage de vie. Quelque chose qui apportait une pierre à l'édifice d'une certaine visibilité homosexuelle, et qui s'inscrit dans notre courant plus vaste de libération de l'homosexualité. Mais il y a des femmes quand même dans ton livre. Il y a des femmes, oui. Et Gertrude Stein, par exemple? Non, j'ai pas mis. D'accord. Et qui est cette... J'en ai trouvé. Cette dame, qui est cette dame pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Gertrude Stein, c'est une lesbienne tout à fait dans la lumière, on va dire, avec Alistoclas, qui vivait avec donc une femme qui a vécu avec elle longtemps, qui était américaine d'origine malgré son nom allemand, et qui vivait à Paris, et qui tenait salon, et qui a écrit, alors là je sais plus, malheureusement. Mais elle a écrit des histoires gays? Peut-être. Je crois pas. Enfin, en tout cas, j'ai lu des choses d'elle, mais c'était toujours lesbien. Peut-être, c'est lesbien, mais peut-être, oui, tu as raison, peut-être. C'est pour ça que je l'ai pas mis, en fait. Parce que donc j'ai bien dit, je me suis cantonné à l'amour mâle. C'est très bien, c'est très bien. Et qu'est-ce que tu as appris dans ton projet, dans ton travail, Jeff?
Qu'est-ce que tu as découvert, je veux dire, que j'ai découvert dans tes recherches, c'est une pluralité d'écritures et de façons de vivre l'homosexualité qui, je pense, pousse à la réflexion et à faire en sorte que dans nos communautés, on fasse attention d'être toujours bien ouverts les uns envers les autres, et ce que parfois on n'est pas assez. Mais justement, c'est pas le cas aujourd'hui encore. Je pense que les tribus sont parfois assez agressives les unes envers les autres, et qu'on pourrait parfois balayer devant notre porte. C'est vrai, ouais. Il approuve tout ça, et tu peux nous en dire 2 mots. Justement, tu dis oui, et tu as des exemples peut-être à donner, Étienne? Non, mais dans la communauté, elle est très divisée. Sur les origines, on peut voir tous les no black, no arabes, no asiates sur les réseaux type Grindr ou les no femmes. Donc toute la folophobie, c'est pas parce qu'on fait partie d'une communauté marginalisée que on n'a pas tendance au sein de la communauté à marginaliser une certaine partie des membres de celle-ci, quoi. Effectivement. Absolument. Comme tu dis, il faut vraiment absolument balayer devant sa porte. Et il faut essayer de sortir du personnage qu'on se construit dans notre vision de l'homosexualité pour sortir de la caricature et être plus fin que la caricature. C'est-à-dire pas vouloir être bouche et se mettre à cogner sur tout le reste parce que ça fait mal et viril. Voilà, ça c'est un peu bête. Et alors, c'est pas ça la vraie virilité en plus. Ah non. Oui, c'est vrai. Donc tu disais que ton ouvrage donc intéressait, donc c'est un ouvrage, on peut dire, international, donc qui concerne aussi bien la France que les pays d'Europe, que l'Afrique et autres. Un message à passer, est-ce que tu as à dire un peu avec tout ce qui se passe un peu en Europe, avec le problème en Ukraine, entre la Russie, tout ça, donc c'est évidemment terrible, dramatique. On se retrouve on se retrouve avec une guerre au sein de l'Europe et on se demande après les deux plus grandes boucheries du XXe siècle, on se demande si on a appris quelque chose. Et les LGBT+, malheureusement, et les LGBT+, n'ont pas toujours leur place. En Ukraine en plus, n'ont pas une place énorme. Et je pense que ça fragilisera encore plus, évidemment, en temps de guerre, et en Russie aussi d'ailleurs. J'ose espérer que c'est la bataille de trop de Poutine et qu'on en profitera pour s'en débarrasser. Oui, tu voulais ajouter autre chose, Étienne? Oui, est-ce que du coup t'as mis Renaud Camus dans ton livre? Oui, Trix. Ouais. Malgré, parce que j'ai bien dit que je me focalisais pas sur ce qu'était l'individu. Donc ils peuvent être homo, hétéro, même être devenus fachos. Son bouquin a quand même apporté quelque chose au moment de. Je suis d'accord. Donc je l'ai mis. Il est sorti en 70-72 par là. C'est ça. Trix. Donc je fais abstraction de ces choix politiques malheureux que je ne partage pas évidemment et que je condamne. Il a initié quelque chose d'ailleurs. En fait, c'était vraiment assez nouveau. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je l'ai mis. Oui. Oui. Non, juste, j'ai triché, Antoine. fait. J'ai triché. Comme toujours. La vilaine. Quelle méchante langue. Hein. On va te la couper. Hein. J'ai triché, j'étais sur Google pour Gertrude Stein et elle a écrit beaucoup de livres. Je suis incapable de dire lequel parle d'une histoire d'amour entre deux femmes, mais elle a écrit quand même une autobiographie d'Alice Toklas qui était justement sa compagne. Donc je pense quand même qu'elle doit aborder le sujet. Ah, elle aborde le sujet sur le côté lesbien. Ah oui, elle a écrit une Gertrude. Oui, pour moi Stein, c'est une autrice lesbienne. Oui. Ah bah oui, complètement. Non, mais c'est pour ça que je l'ai pas mis dans l'anthologie. Oui. Bien, oui. Et si il devait y avoir qu'un seul chef-d'œuvre, pour toi, ce serait lequel? S'il ne devait en rester qu'une. C'est toujours un peu difficile, mais j'ai un coup de cœur particulier pour Michel Tremblay et La Nuit des Princes Charmants. Ah oui. J'approuve. Où c'est hyper touchant, ces deux garçons qui se découvrent, qui ont pas assez d'argent, qui se retrouvent tout seuls dans une chambre d'hôtel avec plus un copec dans les poches et qui découvrent leurs premiers émois. C'est un peu nous tous dans notre arrivée pas toujours très bien réussie dans la vie, mais qui nous mène sur le chemin de l'apprentissage. Ouais. Alors, les premiers émois. Premiers émois? Oui. Oh là là! Bah écoute, non. C'est très loin tout ça. C'est très loin. Ah oui. Tu vas nous dire quand même, Étienne. Bah oui, c'était en t'écoutant à la radio quand j'étais jeune. Ah Mon Dieu que ça fait mal. Mais en même temps, ça fait plaisir aussi. Oh, mon Dieu. Tu ne connaissais que la voix. Tu ne connaissais c'est vrai que la qu'il voix. il pourrait être mon fils aussi, Étienne. Hein, c'est ça. Ouais. C'est le mien. Et alors que je le présentais comme quelqu'un de vieux. Alors tu passeras bientôt au mot à la bouche.
Oui, si vous voulez une dédicace, je serai le jeudi 10 mars à 19h au Mot à la Bouche. Ouais. Où je dédicacerai son chef-d'œuvre de la littérature gay, aussi Fucking Berlin et Sex Mark Fry. Fucking Berlin, effectivement. Et j'espère qu'un jour... Moi, j'ai adoré... je suis allé une fois à Berlin quand le mur est tombé, quand il y a eu la reconstruction. J'avais trouvé ça sympa. Et j'y retournerai maintenant avec ce que tu nous as décrit de Berlin. Pas pour les soirées un peu festives qui ont tendance un peu à déborder, mais... Il y a moyen Fucking Berlin, oui, c'est les soirées festives au Berghain. Ouais, effectivement. Et peut-être que Sex Mark Fry, il faudrait le traduire pour les malheureux qui ne connaissent pas l'allemand. Alors, c'est le sexe rend libre. Voilà. Et en fait, je peux expliquer rapidement pourquoi j'ai choisi ce titre. C'est parce que, évidemment, c'est en référence à Arbeit macht frei, la devise des nazis à Auschwitz, qui faisait croire aux juifs, enfin, les juifs le croyaient pas d'ailleurs, mais en fait, travaillez, vous serez libre. Alors qu'en fait, il y avait que la mort derrière, et ces gays aussi qui s'enferment dans une camisole chimique et sensorielle, qui les mène à la mort aussi sous l'illusion de la liberté, alors qu'ils s'imaginent se libérer dans le sexe. Mais si le sexe, il n'y a plus que le sexe, ça devient hyper addictif et enfermant. Et ben, j'ai trouvé que c'était une image forte qui se justifiait. Alors, d'autres projets, j'imagine? Oui, je reprends des œuvres de jeunesse, peut-être un roman historique sur les Cathares, que Laure Adler m'avait demandé de retravailler au Seuil à une époque. Laure Adler, oui. Quand elle était passée au Seuil. Ouais. Elle n'y est pas restée longtemps. Elle m'avait fait une liste de ce qu'il fallait modifier. Je l'ai jamais fait. Ça serait peut-être le temps. Ouais. J'étais un peu jeune. J'avais 25 ans. Elle m'avait dit que c'était très difficile un roman historique. Que j'étais peut-être un peu jeune. Donc c'est peut-être le moment à 40 ans de retoucher à la chose. Ouais. Jeff Keller était une bonne pierre ce soir comme invité parmi nous. Merci, tu restes avec nous pour la suite de l'émission. Bien sûr, maintenant il va falloir écouter les chroniqueurs et notre invité en fin d'émission. Merci de rester avec nous. Merci à vous. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Et nous allons passer à la musique avec Nathan, Nathan qui va présenter le morceau et derrière lui, bien sûr, Mathieu et Amy à ses côtés. Exact. Du coup, pour ce morceau, j'ai décidé de choisir déjà je voulais faire un hommage à ce qui se passait actuellement dans l'actualité. Bon, il y a beaucoup d'actuels dans ces mots. Mais il y a quelque chose aussi, j'ai été très surpris quand j'ai vu, il y avait marqué LGBTQI+ Actu avec Étienne, et j'ai été surpris que dans les thèmes d'Étienne, on ne parle pas de l'Ukraine et de ce qui se passe en ce moment, savoir comment ça se passe en Ukraine. Du point de vue aussi des LGBT, c'est vrai que ça serait quand même aussi un sujet. Enfin, après, je sais qu'on a pas mal de spécialistes sur le coup. On a notamment Christophe Martet de chez Committed, qui revient dans 2 semaines. Exact, qui va probablement aussi nous parler un peu de ça. Et voilà, je voulais aussi rendre aussi hommage aux Ukrainiens qui souffrent en ce moment, pour lesquels c'est très compliqué, pour lesquels justement se soucient de leurs enfants ou de leurs familles qui sont en France ou dans un autre pays que l'Ukraine. Et donc voici, pour rendre hommage à l'Ukraine, l'hymne national ukrainien. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Що ми браття козацького роду. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs.
Merci pour cet hommage, Nathan. Et tout de suite, nous allons passer à l'actualité LGBTQI avec notre ami Étienne Bompéfane. Et on démarre tout de suite le thème, la visibilité. Il y a plein de choses à dire dans ce domaine. Oui, dans son bilan annuel pour la saison 2021-2022, l'association américaine GLAAD applaudit un record de personnages LGBTQI+, dans les séries. Sur la période, parmi les 637 personnages queer présents, 358 étaient récurrents. Sur l'ensemble des rôles réguliers en prime time, 11,9% sont LGBTQI+, contre 9,1% dans le rapport précédent. Autre bonne nouvelle, pour la première fois sur les chaînes publiques et câblées de la télévision américaine, les lesbiennes étaient davantage représentées que les gays, avec 40% des personnages LGBTQI+, sur les 5 réseaux de télévision. Sur les services de streaming, les gays restent en tête avec 33% de la représentation queer. Les bi incarnent quant à eux 29% de la représentation LGBTQI+, chaînes de télé et plateformes confondues. La transidentité est également mieux représentée avec 42 personnages sur les chaînes de télévision et les plateformes, dont 41 rôles confiés à des interprètes trans. Enfin, 25 personnages non-binaires ont été comptabilisés et 2 personnages asexuels. Bravo à ces séries qui nous ressemblent. En Amérique toujours, le Mexique a délivré le 11 février le premier certificat de naissance portant le marqueur non-binaire. Lorsque Fausto Martinez a reçu son certificat, Yel a déclaré sur Twitter « J'ai toujours dit que ce qui n'était pas nommé n'existait pas. C'est pourquoi il est si important que l'État mexicain reconnaisse que les personnes non-binaires existent et sont donc soumises à des droits et des obligations. Un beau combat pour la visibilité de tous les membres de la communauté LGBTQI+. » On reste dans la visibilité avec Benjamin Ledig, TikToker de 18 ans, qui a publié une nouvelle vidéo de lui twerkant en crop top devant l'autel d'une église, tout en s'excusant. Cette vidéo ironique a fait beaucoup piailler, et pas combien. Alors qu'il cherchait à dénoncer l'homophobie de l'église, il a essuyé des propos homophobes et divisé la communauté LGBTQI+, entre ceux qui le soutiennent dans sa lutte contre l'homophobie du Vatican et de la Manif pour tous, ainsi que la violence des thérapies de conversion, et ceux qui considèrent que l'influenceur a fait preuve d'un manque de respect envers toute la communauté LGBTQI+, toujours la théorie de la folle rejetée par ses confrères au meilleur pressing, et que c'était une attaque vis-à-vis de ceux qui luttent de l'intérieur pour faire changer les mentalités sur les LGBTQI+. Comme d'habitude, les réactions ont été intelligentes de la part de l'opposition. Le centre LGBT de Nantes a fait l'objet de dégradation de ses locaux le 23 février. Un énorme tag « Ledig, Jésus te voit » couvrait la devanture des locaux. Au passage, Jésus vous voit aussi, bande de cons. Bref, ces attaques ont été condamnées par Johanna Roland, la maire socialiste de la ville, et la fédération sportive LGBT+. Restons dans le sport avec le e-sport. Ubisoft, le grand éditeur de jeux vidéo, notamment à l'origine des licences Rayman, Les Lapins Crétins et Assassin's Creed, a annoncé le 20 février organisé aux Émirats Arabes Unis sa compétition Rainbow Six Siege, un jeu de tir tactique sur console que tu connais très bien, j'en suis sûr, Brahim. Oui, mais carrément. Je pourrais en faire une émission si tu veux un jour. J'aimerais beaucoup. Suite à cette annonce, un déluge de critiques s'est alors déversé contre l'éditeur. Le souci, ce pays ne respecte pas les droits humains des personnes LGBTQI+. Rappelons en effet qu'aux Émirats Arabes Unis, le sexe entre personnes de même sexe est illégal en vertu de l'article 354 du Code pénal fédéral régi par la charia. Les sanctions peuvent aller d'une amende à l'emprisonnement, voire à la peine de mort. Face aux 13 000 signatures récoltées dans le cadre d'une pétition contre cette décision, Ubisoft a annoncé déplacer la compétition dans une autre région, expliquant qu'il voulait mettre en avant et célébrer l'émergence de la scène compétitive au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais qu'ils entendent haut et fort que les membres de la communauté internationale de Siege remettent ce choix en question. Rappelons néanmoins que Rainbow Six Siege accueillait en août dernier son premier personnage trans. À quand la même intelligence de la part de la FIFA concernant sa Coupe du Monde au Qatar? Oui, vivement en tout cas pour qu'on en sache un peu plus. Et tu auras certainement plein de chroniques à faire dans ce domaine-là. Et nous allons maintenant passer à une thématique qui va intéresser un grand nombre d'entre nous. Tu vas nous parler sexe? Sexe, oui. Pour la première fois, après 40 ans d'épidémie, les autorités sanitaires américaines ont autorisé le 23 février une marque de préservatif à être spécifiquement vendue pour le sexe anal, One Male Condom. L'agence des médicaments américaine FDA n'avait encore jamais officiellement autorisé une marque pour cet usage, par manque de données sur la question. Il n'était pour le moment clairement approuvé que pour une utilisation vaginale. Notons en effet que l'utilisation anale de préservatifs avait montré un taux d'échec plus élevé que les 5% requis, c'est-à-dire un nombre trop élevé de préservatifs glissants ou se déchirant.
Le secret de ce préservatif réside dans son lubrifiant adapté au sexe anal et permettant de réduire les frictions. Notons que même s'ils sont officiellement reconnus pour le sexe anal, il convient parfaitement au sexe vaginal. Les préservatifs One Male Condom seront disponibles en 3 versions, standard, fin ou ajusté, avec 54 tailles disponibles. De quoi trouver la tienne, Brahim? Oui, effectivement. Est-ce que tu peux m'offrir ça à mon prochain anniversaire? Bien sûr, tu me diras ta taille. Pour une année, d'accord, très bien. Et tous les goûts. Bien sûr, le préservatif n'est pas le seul moyen de prévention contre le VIH. Il existe également la prophylaxie pré-exposition, la PrEP de son petit nom. Rappelons qu'en décembre, la même FDA a autorisé la mise sur le marché de l'Aprétude, la première solution injectable de prévention contre le VIH. Une piqûre tous les 2 mois dans les fesses et vous êtes protégé. Cela permet d'éviter les contraintes liées à la prise quotidienne de la petite gélule, notamment en matière d'oubli. Notons que cette injection réduit les risques d'infection de 90% par rapport à la prise orale quotidienne et les transmissions de VIH sont 12 fois inférieures. Pour être candidat à l'Aprétude, il faut avoir plus de 12 ans aux États-Unis et être séronégatif. Reste à voir quand la petite dose dans les fesses arrivera en France. Très. Et je te vois dire ça avec le sourire. Tu dis vivement, finalement. Vivement, évidemment. Ouais, vivement, évidemment. Nous allons passer à la musique, un domaine qui intéresse fort notre ami Nathan. Cette semaine, j'aurais pu vous proposer une chanson de Troye Sivan qui est revenue au cinéma la semaine dernière, outre-Atlantique, dans le film 3 Months, dans le rôle d'un lycéen qui a été exposé au VIH et doit attendre 3 mois avant de savoir s'il est infecté ou non. Un film sur le VIH pour jeunes adultes plein d'espoir selon Pride.com. J'aurais pu aussi vous proposer un titre de Loom, le premier album Duel la mort, artiste multitalent lesbienne. Mais je souhaite ce soir rendre hommage au peuple ukrainien en vous proposant Shadows of Forgotten Ancestors, magnifique chanson d'Alina Pash qui aurait dû représenter le pays à l'Eurovision cette année. Malheureusement, elle a dû se retirer du concours le 16 février 2022 suite à des torrents d'insultes reçus sur les réseaux sociaux liés au fait qu'elle aurait voyagé en Crimée en transitant par la Russie en 2015, ce qui est interdit par le gouvernement ukrainien depuis l'annexion de la Crimée par la Russie. C'était 8 jours avant le début de la guerre menée par un fou à la tête d'un régime fasciste extrêmement homophobe et répressif, comme le souligne à têtu Vadim Yakovlev, journaliste ukrainien queer présent sur place. D'ailleurs, notons que la Russie est interdite d'Eurovision suite à cette invasion brutale et ne correspondant pas aux valeurs prônées par le concours. Toutes mes pensées vont aux hommes, aux femmes et aux personnes non-binaires, LGBTQI+, ou non, qui sont torturés et massacrés par les forces russes de l'autre côté de l'Europe. Shadows of Forgotten Ancestors d'Alina Pash. Трембіти плачуть за мій вільний народ, котре століття жиє поміж негод. Племен молитви чули і перуни даж Бог. Віче формувало код етнічних спільнот. Аби було добре всім вельможам і панам. Боронив із козаками землю отаман. Моя батьківщина, як дівчина молода, буде проростати, як пшениця золота. From a small town, my folks are best described in writings of Dumas. One for all and all for one. Nowadays Dante would have written the divine tragedy, but we need Picasso's doll, it's the divine strategy. In my childhood girls played with toy dolls, but I wrote these words here cause my fairy tale was a book of Shakespeare. Just like the Brothers Grimm, I leave behind a piece of me. Remember your ancestors, but write your own history. Shadows of forgotten ancestors.
le cercle des chroniqueurs. Et maintenant, notre page d'histoire sur les grands hommes et leurs amours masculines. Et si nous faisions un petit tour à Versailles, c'est d'un proche de Louis XIV dont tu nous parles aujourd'hui, Antoine. C'est bien ça, Antoine Duvignal. Doué pour la musique, dont l'influence fut grande en Europe à son époque. Oui, alors oui, je vais vous parler donc. Lully est italien. Comment est-il arrivé en France et comment a-t-il pu atteindre cette notoriété et ce pouvoir? Tu n'as pas de casque, tu devrais l'avoir d'ailleurs. Ah bon, ça c'est une ruse pour me troubler. Alors, donc ta question était, comment a-t-il pu atteindre cette notoriété et ce pouvoir? Alors, tout commence avec la grande mademoiselle, duchesse de Montpensier, cousine germaine de Louis XIV, une femme dotée d'un fort caractère et d'une immense fortune. Ses désirs sont des ordres. Au début de l'année 1646, elle fait cette confidence à son oncle, le chevalier de Guise. « Si vous trouvez un Italien joli, ramenez-le-moi pour que je puisse parler avec lui et apprendre la langue italienne. » Alors, vous voyez, le destin de Lully tient à peu de choses. Le chevalier, qui n'a pas oublié le souhait de sa nièce, de passage à Florence, porte son dévolu sur un valet de chambre qu'on lui présente, fils d'un meunier, et qui s'appelle Giambattista Lully. Avec un I, attention, pas un Y. L'Y viendra plus tard, quand il francisera son nom. Il a 14 ans, il n'est pas très joli garçon, petit, le nez fort, mais il est joyeux, vif et surtout spirituel. Il rejoint donc Versailles au service de cette grande mademoiselle, laquelle, tout émerveillée des sonorités de la langue italienne, découvre aussi le goût et le talent du jeune garçon pour la musique. Elle lui fait apprendre le violon et la composition. Et voilà, c'est parti. Lully, qui a 18 ans, compose déjà des airs pour la cour. Alors à ce stade, on peut dire que le jeune homme est carrément gâté. Oui, et il continue à être touché par la grâce, puisqu'après l'exil de la grande mademoiselle, c'est Louis XIV lui-même qui le remarque et lui confie la création d'un ballet pour célébrer sa victoire sur la Fronde. L'ascension a commencé, elle ne cessera plus jusqu'à sa mort. Le roi aimait danser, ce qui crée beaucoup de complicité entre l'Italien et lui. D'ailleurs, Lully, qui est très habile et a vite compris ce qu'est un bon courtisan, sait mettre en valeur son royal partenaire. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand Louis XIV a besoin d'un maître de danse, ce qu'est Lully a 21 ans et le roi 15. Voilà, nous sommes en 1653, donc ce petit écart d'âge, finalement, favorise un peu l'influence de Lully sur le roi. Voilà un garçon qui semble bien belle, qui est en fait né sous une bien belle étoile. Est-ce que tu peux nous dire que ces amours sont vraiment agréables à vivre, si je puis dire? Alors, Jean-Baptiste est si myope qu'il ne voit pas qu'une femme est belle. C'est ce qu'écrit dans son journal un contemporain de Lully, le président de Brosse. En réalité, Lully est loin d'être myope et il a même un regard très aigu sur les jolies formes. C'est une façon indirecte et moqueuse de faire allusion à son homosexualité, car Lully ne semble pas très intéressé par la beauté des femmes. Il porte au contraire un intérêt bien plus vif au charme des jeunes castrats. Le même président de Brosse note toujours dans son journal « Habillé en fille, avec des hanches, de la croupe, de la gorge, le cou rond et potelé, on prendrait les castrats pour de véritables filles. On prétend même que Baptiste s'y trompe. » Mais cette allusion perfide ne fait que reprendre une opinion courante que l'on trouve dans les chansons qui courent les rues et qui sont autrement plus crues. Alors, à titre d'exemple, voici. Alors, je peux pas la chanter, j'ai pas la mélodie, mais j'ai le texte. Baptiste est fils d'une meunière, personne n'en saurait douter, il chevauche comme un meunier, toujours sur le derrière. Un jour l'amour dit à sa mère, « Pourquoi ne suis-je pas vêtu? Si Baptiste voit mon derrière, c'en est fait de ma vertu. » Évidemment, c'est un petit poème. Vous avez été sensible à la rime, j'imagine. Alors, Lully ne cachait pratiquement pas son homosexualité. Il était l'ami d'un poète libertin nommé Dassoucy,
dont l'homosexualité était connue. Il fréquentait aussi discrètement les homosexuels de la cour, au nombre desquels figurait bien sûr Monsieur, frère du roi, qui aimait beaucoup les rubans et les dentelles pour orner ses toilettes. Auprès de lui, Lully devait vraisemblablement chercher quelque protection en prévision du jour où il perdrait celle du roi. Alors Lully ne sera donc jamais inquiété. Et pour faire taire les rumeurs qui courent bon train à son sujet, il choisit de se marier en 1662, à 30 ans. Sa femme, au courant de ce qu'on dit de lui, en est très amoureuse. C'est une chance, hein, car pour lui, c'est plutôt la raison qui l'y pousse. Au début de leur mariage, la dame se montre fort jalouse des amours masculines de son mari. Mais 3 garçons et 3 filles plus tard, elle baisse les bras, elle laisse faire. Tout se gâte alors. Sur dénonciation, un témoin affirme avoir vu le compositeur au lit avec un jeune page nommé Brunet, qui loge chez lui, au vu et au su de sa femme et de ses enfants. Lully a cette franchise ou ce culot, comme on voudra. Le roi lui envoie sa police, et notre brillant musicien se croit perdu. Mais c'est le jeune Brunet qui est emprisonné. Craignant la torture, il avoue tout, absolument tout. Il raconte cette mode des fêtes romaines, qui sont en réalité des orgies, avec de jeunes garçons. Il donne moult précisions, et surtout le nom des grands seigneurs qu'il y a rencontrés. Aïe, aïe, aïe. Parmi ceux-là figure le fils du lieutenant général de police. Ça la fout mal, j'aurais tendance à dire. Et là, la situation se complique. Elle devient plus que délicate. La crainte du scandale est si grande que le roi décide d'étouffer l'affaire. En privé, il admoneste Lully. Mais il lui promet aussi d'oublier. Après tout ça, on pourrait se dire, ce pauvre Lully, sa carrière est ruinée, c'est raté. Eh bien, pas du tout. Bien au contraire, la faveur du roi ne cessera de grandir. Lully a tous les privilèges sur la musique. Il est interdit de chanter une œuvre musicale sans sa permission écrite. Tout théâtre utilisant plus de 2 musiciens doit lui payer une redevance. Ouais, ça paraît fou. Mais pour Louis XIV, Lully, c'est avant tout celui qui peut développer la qualité de la musique française, et c'est ce qui compte. Un parcours exceptionnel, mais une fin bien connue, plutôt stupide, je dirais. Ah oui, à l'époque, on battait la mesure, non pas avec une baguette, mais en frappant le sol avec une lourde canne. Ça vous a de la gueule, tout ça, mais ça peut être dangereux. Le 8 janvier 1887, Lully dirige un Tédéum écrit pour la guérison de Louis XIV. Il frappe malencontreusement son gros orteil, la blessure s'envenime, la gangrène gagne toute la jambe, et il meurt 3 mois plus tard. Ouais. Ce jour-là, on peut dire que ce n'est pas la mesure que Lully a battue, c'est son orteil. Une fin bien stupide pour un grand musicien. Ouais. Alors vous saviez, autour de cette table, tiens, notre invité auteur, tu as entendu parler de Lully? Oui, j'aime beaucoup le baroque. J'aime beaucoup le baroque en plus. Donc. Ouais. Mais par contre, et ça je vous remercie à mon micro de cette superbe chronique, parce que j'ignorais que Lully était gay. Ah. Et ça, voilà. Les manuels d'histoire sont pas friands de ce genre de détails. Exactement. Non, mais j'aime beaucoup la musique de Lully, justement. Ouais. Oui, bien sûr. Moi, pas du tout. Je déteste le baroque. Ah bon? Mais ce fut une très belle chronique. Et il aurait pu gagner les Darwin Awards. Une mort vraiment très con. Bien dans le Guinness des records. Ah, peut-être. Oui. Un grand drag queen, perruqué. Mais il était petit, hein. C'est pas grave, c'est pas la taille qui compte. Mais il y avait des talons très hauts à l'époque. Alors. Ah, ça va alors. Merci. Ça allait bien avec la musique précieuse. Absolument. T'aurais d'ailleurs. Et la grande mademoiselle. T'aurais pu venir nous présenter donc cette chronique en tenue d'époque. Ah oui, bien sûr. J'aurais pris le métro. Ça aurait été... Oui, parfait. Oui. Merci pour cette intéressante chronique, Antoine Duvignal. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et nous allons retourner à la musique, Nathan.
Oui, pour cette musique cette fois-ci, j'ai décidé de prendre un coup de cœur qui m'est personnel. J'ai aussi appris récemment, malencontreusement, la mort d'un des proches d'un de mes amis. Ouais, donc je lui ai envoyé toutes mes condoléances et je souhaite qu'il se rétablisse rapidement. Je sais que pour lui, cette personne en plus était quelqu'un de précieux et quelqu'un qui lui redonnait en tout cas le sourire. Donc voilà, j'espère que tout ira bien par la suite, qu'il essaiera de mettre tout ça de côté pour le travail parce que c'est vraiment un type super sympa. Et du coup, pour essayer de lui faire passer un peu ce bon temps, j'aimerais en tout cas lui passer une de ses chansons préférées, qui est du coup une chanson qui est de Etherwood, qui s'appelle du coup Begin by Letting Go. On écoute. These walls are disappearing, and I don't seem to care, and gets larger and larger, and there's colour everywhere. Bodies are lighter than ever, and floating off the ground. Noises from the windows, but I can't hear a sound. And all of my limitations begin to fade away. In this place I have freedom, it's here I wish to stay. Thoughts become distant feelings, I'm going with the flow. I'll just sit still now and begin by letting go.
Homo Micro, l'invité du jour. Nous sommes avec Fred Dor, ex-demi-finaliste du concours d'humour des Insos Nantes et de Talent Capital. Il devient en 2019 l'humoriste francophone le plus plébiscité aux îles Baléares et crée la célèbre battle d'humour Je te veux. Merci d'être avec nous, la Fred et ses copines Queen. Tu vas nous parler d'un spectacle mis en scène par toi, Fred, tous les dimanches de mars et d'avril. Bonsoir, comment ça va, Fred? Bonsoir à toi, Brahim, et merci de me donner la parole. Oui, effectivement, je suis très content de pouvoir proposer ce spectacle. Alors, dis-nous d'abord qui tu es, parce que beaucoup de gens à mon micro ne te connaissent pas, mais ce serait bien un peu que tu nous dises un peu qui tu es, ton parcours, et comment t'es arrivé à présenter ce spectacle, la Fred et ses copines Queen. Effectivement, j'ai découvert la scène en Espagne. En fait, j'ai découvert la scène en 2001 en Espagne. J'étais transformiste. Et après, suite à une amie qui travaille pour Almodovar, Pepa Charro, qui est, on va dire, une vedette dans le milieu LGBTQI+ espagnol, en fait, j'ai eu la chance de faire des spectacles d'humour et de me produire devant énormément de personnes. Et donc, je suis revenu en France en 2012 et j'ai décidé de faire l'école du One Man Show Paris pour pouvoir, on va dire, m'initier à l'humour en France. Et maintenant, voilà, donc je me produis, je joue et surtout, j'ai écrit ce nouveau spectacle. Alors, ce spectacle, il consiste en quoi? Et dis-nous tout sur le déroulé, Fred. Alors, pour tout te dire, après ces périodes noires qu'on a traversées, j'ai décidé de donner à l'humour plus de couleurs, parce qu'en général, on a le stand-up où l'humoriste arrive en costume noir, nous raconte des blagues d'humour noir, etc. Alors moi, j'ai décidé de donner un côté cabaret à l'humour. Donc, les personnages qu'on vous propose sont des personnages aux multiples couleurs, peuvent être transformistes, ils peuvent être tout simplement artistes burlesques. Et ils vont vous raconter des sketchs ou vont vous faire rire à travers leurs chansons. Alors pourquoi tu as décidé d'allier l'humour et la fantaisie des drag queens? Parce que donc comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, au Baléares, j'ai eu la chance de côtoyer des performeurs, artistes qui bossent pour Almodovar et qui m'ont ouvert les portes de leur cabaret. À l'époque, j'étais transformiste, j'interprétais Whitney Houston. Et après mes études de théâtre et d'humour, je me suis dit, mais pourquoi j'essaierais pas justement de combiner les deux? Et c'est un pot pourri qui marche plutôt bien parce que les gens aiment justement cette proposition différente qui permet de les faire rire, mais en même temps de les faire rêver. Alors t'es vraiment influencé par Almodovar, en fait. Pas complètement. En fait, les personnes qui m'ont ouvert leurs portes au Baléares en 2003, en fait, ils ont joué dans le film Tout sur ma mère. Tu veux, moi, je savais pas que c'était eux. Et si tu veux, ils ont apprécié, et plutôt ils aimaient ce que je faisais. Ils m'ont dit, si tu veux, tu ouvres notre cabaret, tu t'occupes de l'accueil des gens et de l'animation, et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Ouais. C'est un spectacle qui est vraiment indispensable pour se faire du bien, Fred? Je pense que c'est un spectacle essentiel, en fait. C'est un spectacle essentiel. On a une discussion intense, mais légère, et je pense que c'est ce dont les gens ont besoin en ce moment. C'est de choses, les airs de légèreté. On te voit toujours avec le sourire aux lèvres. Qu'est-ce qui fait que tu as cette énergie un peu, tout ça? Donc, tu es comédien, bien sûr. Tu donnes de la vie sur scène. Ce sourire tout le temps. Tu souris tout le temps, même quand tu n'es pas en forme? Alors, je pense que tu vois, moi, mon modèle, on va dire, c'est Diana Ross. Diana Ross, quand elle était sur scène, même quand elle faisait, elle avait des concerts très longs et elle devait faire, des chorégraphies difficiles, elle gardait le sourire pour dire aux gens, soyez en forme, ayez la pêche, aimez ce que vous faites. Même si c'est difficile, vous avez la chance de le faire, alors gardez le sourire. Et je pense que quand on fait du spectacle, c'est important justement, il y a énormément de gens qui ont besoin de ça, en fait, qui ont besoin de voir des gens qui les motivent à se lever le matin et qui leur donnent envie de faire des choses. On a tous le droit d'un peu de sourire. Et tu as donc, en région parisienne, tu as aussi un prochain spectacle en one-man show? Oui, et en fait, donc, dans la Fred et ses copines Queen, qui a eu lieu donc tous les dimanches de mars et d'avril, je partage la scène. En revanche, le 31 mars aura lieu l'avant-première de mon one-man show que j'écris depuis mars 2019 au Divas Cabaret. Donc là, c'est une avant-première à Paris, un spectacle qui se jouera surtout en province au départ. Dans quelle ville de province? Alors, mon objectif, c'est de jouer à Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nice.
Et après de revenir à Paris, quand j'aurai, on va dire, fait mes armes et surtout conquis le public hors Île-de-France. Ouais. Alors pour revenir à la Fred et ses copines Queen, alors les gens qui t'entourent et qui font le spectacle avec toi, que tu mets en scène, qui sont-ils? Alors qui sont-ils? Alors comme je dis toujours, moi ce sont des personnes donc professionnellement talentueux, mais surtout des personnes que j'ai choisies avec mon cœur. Donc des personnes avec qui on a une vraie, avec qui on s'entend bien, avec qui on a une vraie alchimie. Et donc du coup sur scène, la complicité est flagrante et surtout ce qui nous permet de jouer ensemble et parfois d'improviser certaines scénettes sans avoir à se poser de questions si l'autre va suivre ou pas, parce que de toute façon, comme on est sur la même longueur d'onde, ça va forcément dans le même sens. Et si ça va pas dans le bon sens, c'est drôle. Combien de personnes t'entourent alors, dis-nous? Alors, et qui sont ces personnes? Chaque dimanche, on sera 3. On sera 3. Donc évidemment, moi je serai toujours là car je suis, on va dire, le tenancier du spectacle. Et à chaque fois, donc il y aura 2 autres artistes transformistes. L'artiste qui viendra le plus, c'est Luxurious, une artiste qui a été découverte par le Phoenix Show et la Dwag Me Up. Ensuite, on a aussi une musicienne assez extraordinaire qui s'appelle Gertrude de Montparnasse, qui, on va dire, interprète des chansons du Paris d'antan, très drôles, très caustiques. Puis d'autres transformistes assez connus à Paris, comme Lola Le Quetzal, Stella Rocha et autres. Tu pourrais nous produire quelque chose au micro, comme ça, c'était pas prévu, mais un truc qui peut nous faire rire et nous permettre de poursuivre notre soirée avec le sourire. Tout d'un coup, il y a un petit blanc. Depuis tout à l'heure, je vous regarde à travers mon téléphone et je me dis que vous êtes beau. En fait, j'aime beaucoup la tenue que vous avez mise ce soir pour vous mettre autour de votre radio et de nous écouter. Ouais, très très bien. Et ben cette tenue, on va tout à l'heure la mettre en avant sur les réseaux pour, Tu as bien raison, parce qu'en plus cette tenue est tout à fait visible du haut des satellites. D'ailleurs, on pourrait demander à Poutine. Très, très bien. Écoute, tu peux nous décrire un peu les gens qui m'entourent alors, de loin. Les gens qui t'entourent, ce sont de belles personnes, des personnes qui croient qu'encore aujourd'hui, il est important de mettre en avant les nouveaux artistes et de partager les nouvelles du monde LGBTQI+. Parce que mon radio, c'est une radio nécessaire. Merci en tout cas. De l'actu du monde. Fred, alors rappelle-nous tes spectacles. Donc vous avez ce dimanche 6 mars à la Comédie d'Alérac, métro Pyramide, la Fred et ses copines Queens. Ensuite tous les dimanches avec des artistes différents et le 31 mars, l'avant-première au Divas Cabaret de mon bébé, le spectacle Ma Case. Un spectacle qui, je pense, va faire parler de lui. Très bien. L'équipe de mon micro viendra. En tout cas, merci. Vous êtes invité, j'ai des invitations effectivement. Merci beaucoup, Fred Dor. Fred Dor, alors tu vas tout nous dire maintenant. Après l'interview, tu vas aller au restaurant. Quel resto? C'est asiatique, je crois. Alors pour tout dire, j'y suis déjà allé. Je suis sorti au moment du dessert. D'accord. Merci, à très vite. Thaïlandais, j'ai mangé de bonnes crevettes avec du curry, avocat, saumon, noix de cajou. Merci Fred. Eh bien écoute, à très vite et bon spectacle et on viendra te voir. Restez beau comme vous êtes, vos yeux brillent, j'adore. Merci Fred. Ciao, à très vite. C'est fini avec le sourire. Un petit coucou Étienne pour finir. Eh bien, coucou. Jeff. Pardon. Coucou, très bien. Eh bien, écoute, l'émission se termine. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir Nathan, au revoir Rémi, au revoir Mathieu. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao, on vous embrasse. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.